Ben Lala. Hey, salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de Ben Lala. Ben Lala. Et cette semaine, écoutez, j'ai le privilège d'avoir quelqu'un de ben spécial. Ben Lala. Ben Lala. Ouais, la personne que je reçois cette semaine dans mon podcast, c'est quelqu'un qui, dans le fond, que j'ai appris à connaître à travers la politique. Donc, ceux qui me connaissent dans le podcast, vous savez que j'ai fait un passage en politique, que je suis impliqué notamment avec la CAQ. Et des fois, ben, ce genre d'implication-là nous amène à connaître des gens, à développer son réseau. Et j'ai le privilège, dans le fond, d'avoir connu la nouvelle présidente de la CAQ. Je dis la nouvelle, mais ça fait, elle est à son deuxième mandat actuellement, qui est également chef du marketing pour Polestar Canada. Et là, ben, bizarrement, elle est dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, j'ai dit, écoute, viens donc faire ton petit tour dans le balado pour qu'on puisse jaser de marketing, de parler de ton parcours. Alors, mesdames et messieurs, voici notre invité de la semaine. Attention, attention. Voici notre invité de la semaine. Donc, notre invitée, Sarah Beaumier. Bonjour, Sarah, comment ça va? Ça va bien, merci Benoît. C'est très dynamique comme introduction. Ben, écoute, faut quand même être dynamique et jeune un petit peu dans ce qu'on fait. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je sais que tu es excessivement occupé dans tes fonctions. Et là, ben, tu passes à Saguenay. Tu as dit, je vais faire un petit détour au cégep de Chicoutimi. C'est très apprécié. Donc, parle-nous un petit peu de toi, là, premièrement. Donc, c'est quoi tes fonctions? On va partir d'aujourd'hui, là. C'est quoi ton poste? C'est quoi ton rôle que tu fais pour Polestar? Donc, je suis chef du marketing pour Polestar. Donc, l'histoire commence quand j'ai d'abord vu le véhicule et puis j'avais jamais entendu parler de la marque. Je me suis dit, c'est intéressant. C'est un véhicule d'abord électrique. Donc, Polestar, c'est une compagnie qui est vraiment dédiée à 100% là, aux voitures électriques. Et puis, je me suis mis à m'intéresser aux produits. J'ai fait mes recherches puis je me suis dit... c'est une compagnie qui a des super belles valeurs éco-responsables. Je pense que peut-être tes auditeurs là, vont être sensibles à ça. C'est une compagnie qui pas seulement produit des véhicules qui sont verts sur la route, mais aussi qui veut vraiment donner toute la portion production de son véhicule, s'assurer que tout ça c'est fait de façon éco-responsable et éthique le plus possible. Par exemple, les minéraux sont extraits de façon éthique. On réduit le plastique dans la production des véhicules. On s'assure que, par exemple, il n'y a pas des produits qui sont amalgamés ou collés de façon à ce qu'ils ne soient pas recyclables en fin de vie. Bref, j'ai appris tout ça sur la compagnie, puis je me suis dit, ça, c'est le genre de compagnie que moi, personnellement, en tant que mère de famille de 3 enfants, je veux que cette compagnie-là ait du succès. Ça, c'est un citoyen corporatif qui, à mon sens, fait les bonnes choses. Et puis, j'ai appris que la compagnie était à la recherche là, de la première personne pour partir le département du marketing. Et puis, je suis entrée en contact avec eux. De fil en aiguille, je me suis retrouvée à la tête d'un département de marketing dans cette compagnie-là qui m'avait justement séduite d'un point de vue valeur. Et puis donc, cette approche, je pense, authentique de ma part envers leur mission et leurs valeurs a tout de suite leur a plu. Et puis, je me retrouve aujourd'hui le responsable, dans le fond, de la mise en marché du véhicule au niveau pan-canadien. Donc, pour l'instant, là, on est très actifs, surtout dans les grandes villes, donc Montréal, Toronto, Vancouver, mais c'est un véhicule qu'on peut acheter en ligne. Donc, peu importe où on se trouve au Canada aujourd'hui, on peut se commander une Polestar et puis la recevoir à la maison. Donc là, moi, je décide d'arriver et de dire, OK, ça m'intéresse, je m'en vais sur polestar.com et je suis capable de magasiner, d'acheter mon véhicule directement là-dessus. Est-ce que j'ai un commerçant quelque part qui intervient? Y a-tu des points... En fait, là, tu parlais des points de service. Donc, ça, c'est des points de service qui sont disponibles Québec, Montréal et dans l'Ouest? Oui, c'est des points, je dirais, multidisciplinaires, là, dans le sens que ça se rapproche là, de ce qu'on connaît là, chez un concessionnaire traditionnel. Donc, il y a des spécialistes produits, il y a évidemment le service, mais une personne, par exemple, du Saguenay-Lac-Saint-Jean pourrait aujourd'hui aller sur le site Internet, pas seulement magasiner, mais même configurer son véhicule. Donc, on peut choisir toutes les options, les finis intérieurs, la couleur extérieure, les roues, etc. Donc, on se bâtit vraiment un véhicule sur mesure pour nous. Ensuite, ce véhicule-là est fabriqué
est shippé au Canada. Et puis, dépendamment là, de jusqu'à quel point la personne est pressée de l'avoir, elle peut soit attendre qu'elle soit livrée à sa maison ou se rendre dans le point de service le plus proche qui est Montréal pour vous. Bientôt Québec, petite primaire. OK, c'est bon. Oui, oui. Mais pour l'instant, ça demeure Montréal. Mais il y a des voitures, là, il y a des, j'ai des Polestar qui sont dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là, peut-être J'en ai vu. Bon, voilà. J'en ai vu. Puis c'est Donc, vraiment... il y a des pionniers. Dans les véhicules électriques, à mon humble avis, c'est le plus beau design qui est disponible actuellement. À chaque fois qu'on en voit une. D'ailleurs, la première que j'ai vue, je l'ai vue à Montréal. Ben, tu sais, je t'avais croisé et dans le fond, je te suivais pour se rendre à notre réunion. Et là, j'étais là, c'est quoi ce char-là? C'est quoi ce char-là? Et finalement, la personne se stationne dans le même stationnement où c'est que je vais, puis c'était toi qui sortais de là. Donc, vraiment, une belle ligne de produits. Là, tu parlais que c'est fabriqué ailleurs. C'est fabriqué où, ces véhicules-là? Donc, l'histoire de Polestar débute chez Volvo. OK. Donc, c'est une compagnie scandinave. Donc, Volvo avait à l'époque la marque Polestar pour être un marqueur de performance pour ses véhicules. Donc, quelqu'un qui voulait pimper sa Volvo pouvait ajouter l'ensemble de performance Polestar et puis cette marque-là était carrément ajoutée physiquement sur le véhicule. Donc, vraiment, les gens qui proviennent qui étaient des acheteurs Volvo connaissent déjà Polestar. Donc, ensuite, Polestar, vraiment, c'est dégagé de Volvo et a vraiment créé sa propre entité. Jusqu'à maintenant, elle est listée en bourse, là, donc listée au Nasdaq. Donc vraiment, là, on est rendu une compagnie là, à part entière, en bonne et due forme. Et puis, on continue évidemment là, d'avoir quand même l'héritage de Volvo. Donc, nos quartiers généraux sont en Suède. Beaucoup de nos employés seniors sont des anciens exécutifs de Volvo, dont notre président Thomas. Et Thomas était dans l'environnement design de Volvo, donc est un designer. Donc, tu commences sur le design du véhicule, ça lui ferait très plaisir parce que pour lui, c'est un des piliers principaux là, sur lesquels il aime jouer. Le fait que les véhicules Polestar ne sont pas des véhicules lunaires, très, très arrondis. Souvent, c'est un gros compromis qui est fait pour les véhicules électriques parce que pour minimiser là, pour minimiser, dans le fond, l'effet du vent, la friction, voilà, merci. Les véhicules sont très, très arrondis. Parce que pour préserver donc, la portée de la batterie, on essaie justement là, de minimiser la friction. Des gros compromis au niveau du design qui sont faits là, chez plusieurs manufacturiers, en tout cas à notre point de vue. Par contre, chez Polestar, on a essayé là, le plus possible de jouer avec certains principes de physique et de géométrie pour s'assurer que le look du véhicule demeure extrêmement agréable, mais tout en ayant la performance qu'on veut là, au niveau de la portée. Quelqu'un qui veut s'acheter un Polestar, ça varie entre combien? Donc, l'avantage de Polestar, et puis surtout là, d'habiter au Québec, c'est que tous les modèles de Polestar 2, donc qui est le véhicule commercialisé en ce moment là, qui est disponible, donc notre berline, la Polestar, peu importe les options qui sont ajoutées, se qualifie pour les incitatifs gouvernementaux, fédéraux et provinciaux. Donc ça, c'est intéressant parce que si on les cumule, ça fait un 12 000 de rabais déjà en partant. Donc, un véhicule Polestar de base part autour de 53 000. Puis ensuite, comme je dis, là, il faut plus ou moins rajouter des options selon là, jusqu'à quel point on veut que la performance soit sportive ou je présume l'autonomie, parce que l'autonomie moyenne, c'est combien de kilomètres? Fait, curieusement, plus on rajoute des options de performance, moins on a d'autonomie parce que évidemment, plus on demande à la machine de produire une accélération dynamique, plus on draine la batterie. Donc, c'est un peu contre-intuitif. Donc, les véhicules qui sont les moins chers de Polestar, donc les single motor, là, les véhicules à un moteur, sont moins dispendieux que les véhicules à 2 moteurs, mais sont moins performants aussi. Mais il y a plus de portée chez un véhicule à un moteur. Donc là, en frais de kilométrage à peu près en moyenne? On est autour de 480. 480, voilà. C'est très bien. Oui, très bien. Donc là, on a parlé du produit. Donc, on sait que ça vient de la Suède. On sait qu'il y a des lignes, en fait, des ramifications anciennes avec Volvo. Toi, Sarah, sur le plan de ton travail, partir un département de marketing dans un pays comme le Canada, c'est tout un défi. Tu as commencé par quoi? Comment tu as fait pour faire ça?
Bon, ça, c'est une excellente question parce que oui, c'est vrai, le Canada, ça présente beaucoup de défis qui ne sont pas présents en Europe. Donc, déjà, de travailler pour une compagnie européenne qui est plutôt habituée à des très petites superficies géographiques, où les gens sont assez densément organisés là, dans des villes qui sont proches les unes des autres, dans des frontières qui sont très rapprochées, c'est déjà pour eux, il y a une compréhension. Faut souvent justement qu'on leur en parle. On ne peut pas faire un événement à Vancouver le matin puis être à Toronto l'après-midi. Fait que c'est souvent quelque chose qu'il faut qu'on démarche. Donc, moi, dans mon cas, évidemment, je me suis concentrée là, la première année sur, dans le fond, l'image de marque. Donc là, j'ai une marque qui est peu ou pas connue et cette marque peu ou pas connue-là n'est pas associée à un produit. Parce que si je dis Polestar, quelqu'un dans la rue peut penser que c'est une marque d'ordinateur, une marque de fusée extraterrestre. De vêtements d'hiver. Exactement, de vêtements d'hiver. Donc, l'objectif de base en marketing, quand on part une marque, c'est vraiment de s'assurer que tous les points de contact sont associés au produit. Donc, un format visuel est souvent privilégié. Alors, pour moi, ça a été vraiment d'essayer d'identifier, vraiment de commencer avec un plan média très, très solide qui pouvait m'amener là, le plus possible à créer cette association-là où je dis « Bonjour, je suis Polestar, je suis une voiture électrique ». Et ça, c'est très, très long à bâtir. Je pense qu'en marketing, là, on parle d'au moins 14 impressions avant qu'il y ait vraiment une assimilation là, d'un concept simple comme celui dont je te parle. Un des avantages qu'on a au Québec, c'est qu'on a des véhicules culturels qui sont très forts, qui sont très populaires aussi, autour desquels des marques comme Polestar peuvent se rallier. Par exemple, on sait souvent Tout le monde en parle, ou le Bye Bye, ou certains talk shows à TVA. Ça, c'est des phénomènes culturels, télévisuels, d'audience qui n'existent pas dans le Canada anglais. Donc, pour moi, ça a été rapidement, vraiment, simplement, je me suis collée à ces espèces de locomotives qui sont déjà des grands succès de masse pour pouvoir rapidement passer d'une marque inconnue à quelque chose qui, au moins, là, rejoignait semaine après semaine une audience très qualifiée. Et ça a fait que ma marque au Québec est passée du jour au lendemain là, être très peu connue à, au moins, là, dans un certain groupe de gens, avoir vraiment une belle résonance. Et donc, d'un point de vue de l'équipe, une fois que là, mon travail de marque a été bien entamé d'un point de vue média, puis ça, je dirais que c'est en marketing, là, dans une compagnie, là, dans un budget marketing, entre 70 et 80 % là, du budget là, pour une start-up, jusqu'à un certain point, comme Polestar, passe en médias. C'est super important là, de bien maîtriser ça. Puis je dirais qu'un des avantages que moi j'ai, c'est que je proviens des agences d'achat médias. Moi, ça a été mon travail d'investir des budgets médias pour des grandes compagnies, pour Desjardins, pour Canadian Tire. Donc, quand je suis arrivée chez Polestar, je les ai rassurés. J'ai dit, votre budget média va être bien investi de façon efficace, surtout dans l'optique où on part de zéro. Parce qu'aujourd'hui, le budget média, souvent, ce qu'on va entendre de certains stratèges, ils vont miser tout sur le web, tout sur les réseaux sociaux. Toi, tu penses quoi de ça? Bon, moi, je ne suis pas du tout dans les tactiques blanc ou noir. Là. Moi, je pense que l'achat média, c'est une science qui est constamment en mouvement. C'est une science qui est liée à ton audience. Donc, il y a des audiences qui sont seulement sur les médias sociaux. Si je vendais quelque chose qui vraiment rejoignait les ados ou les très, très jeunes adultes, potentiellement que tout ce que je ferais, c'était trouver des influenceurs TikTok et puis s'assurer qu'ils portent mes vêtements ou qu'ils achètent ma musique. Là. Donc, ça se peut que pour certains produits, ça soit effectivement la bonne approche. Pour un produit comme un véhicule, pour plusieurs raisons, le fait que c'est un achat qui est quand même très important au niveau d'un ménage, aussi parce que c'est assez universel. La plupart des gens, là, à partir d'un certain moment dans leur vie, possèdent un véhicule. Là, on peut vraiment s'orienter vers ce qu'on appelle plus les médias de masse, donc la télé. Puis on sait que la télé, là, évidemment, ça s'érode, mais on comprend qu'au Québec, ça demeure un phénomène. Et puis, l'autre chose qui est bien avec la télé, puis ça se mesuré année après année, là, c'est que la télé donne énormément de crédibilité. Quand une marque est à la télé,
elle existe dans l'esprit des gens d'une façon très sérieuse. C'est comme si, rendu à la télé, là, c'est une marque importante. Tandis que sur les réseaux sociaux, mais là, c'est un peu n'importe qui, là, d'un petit budget, 300-400 $, tu peux mettre ta marque sur les réseaux sociaux. Donc, ça n'a pas la même crédibilité. Donc, moi, j'essaie de placer dans l'esprit des gens un véhicule, une marque de véhicule qui est quand même assez haut de gamme, là. Donc, la Polestar 2, c'est mon véhicule d'entrée de gamme. Ma Polestar 3, on va partir plus proche du 100 000. Donc, quand on essaie de placer une marque dans cette gamme-là, dans l'esprit des gens, il faut que tout de suite, on sorte avec quelque chose avec une tactique de haute crédibilité. Et la télé offre toujours ça. Mais c'est sûr qu'un mix média qui, en 2023, ne peut pas exister sans une solide stratégie digitale qui inclut les réseaux sociaux. Tu parlais des conditions du Québec un peu à cause de certains phénomènes télévisuels. Dans l'Ouest, en fait, dans le Canada anglais, quand je parle de l'Ouest, je vais partir à partir de l'Ontario. Comment ça se passe sur le plan des médias, tu sais, à Toronto? Il n'y a pas ce genre de rendez-vous-là, il n'y a pas ce genre de talk show qui rejoignent une bonne majorité de la population? Non, ça, c'est complètement unique. Puis, je ne sais pas si le concept des 2 solitudes existe encore là, dans les cours au cégep, là, mais moi, j'ai fait sciences politiques, en fait, au cégep. OK. Et puis, ouais, on parlait de ça beaucoup à l'époque, le concept des 2 solitudes là, entre le Canada anglais et le Canada français, où justement, il y a tout un univers culturel au Québec qui existe, puis un au Canada anglais. On peut parler à quelqu'un du Canada anglais de Beau Dommage, ils n'ont aucune idée c'est qui. De la même façon, on peut parler de Tragically Hip à un Québécois, puis ils n'ont aucune idée. Pourtant, c'est 2 phénomènes culturels marquants d'une part et d'autre dans un même pays, mais c'est complètement ignorés de part et d'autre. Un peu comme Claude Meunier qui faisait les pubs de Pepsi qui ont permis d'introduire la marque au Québec de façon importante. Tout à fait. Ça, puis ça, c'est tout un autre sujet là, sur la façon dont les Québécois connectent émotivement avec les marques, mais naturellement, là, de s'associer avec des gens qui sont importants sur la scène culturelle, c'est quelque chose qui fonctionne énormément au Québec, mais pas nécessairement dans le Canada anglais. Donc, pour revenir à ta question initiale, comment est-ce qu'on fait dans le Canada anglais? C'est sûr que là, on est dans un marché énormément plus fragmenté. Donc, il n'y a pas de... Excusez l'anglicisme, il n'y a pas de fast track comme il y a au Québec, là. Donc, ça devient justement là, la job d'investissement média. Ça devient toujours, on parle toujours de son audience, des habitudes d'écoute de son audience. Là, on parle d'écoute, mais maintenant, c'est des habitudes de consultation, puis sont où sur les réseaux sociaux, justement, dans leur vie d'écran, dans leur vie audio, qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils sont, et à partir de ça. Donc, vraiment, il faut toujours se souvenir à qui on essaie de parler. Là, on essaie de bâtir les 14 impressions dont je parlais tantôt. Donc, peut-être qu'ils vont me voir une fois à la télé, me voir une fois sur Facebook, tomber sur moi sur LinkedIn, etc., etc. Donc, le but, c'est essayer de bâtir cet univers-là autour de ces gens-là où, dans les divers médias qu'ils vont fréquenter au cours de leur journée ou de leur semaine, ils m'ont vu assez de fois pour que l'association se fasse. Éventuellement, lorsqu'ils deviennent sur le marché du véhicule électrique, dans mon cas, idéalement, je suis considérée, donc on parle de considération. Puis une fois que je suis considérée, bien là, je veux qu'ils passent à l'action de mon côté. Donc, c'est comme ça finalement, on fait progresser les gens dans l'entonnoir d'un point de vue médiatique. Puis selon comment ils se comportent en ligne, on peut savoir s'ils sont plus ou moins proches de l'achat. Puis on peut ajuster nos messages selon justement leur proximité là, à passer à l'action. Est-ce que la différence est aussi marquée, par exemple, entre Toronto, par exemple, et Vancouver, comparativement au Québec? Parce que là, on parle du Canada anglais. Mm-hmm. Donc là, je ne sais pas si tu connais un peu la différence entre les deux. Moi, personnellement, je n'ai pas la réponse. C'est rare que je pose des questions que je n'ai pas de réponse, mais là, dans ce cas-ci, oui. Ah, c'est vraiment des univers. C'est comme si je travaillais sur 3 différents pays, en fait. OK. Donc, j'ai beaucoup appris là-dedans, là, très humblement. Là. Moi, si je partais un petit peu de ton point de vue, j'avais beaucoup travaillé au Québec avec des marques très québécoises comme Desjardins. Et puis, je dirais que Vancouver, l'aspect vraiment unique de Vancouver, c'est la communauté asiatique. Donc, c'est une communauté qui a des habitudes médiatiques différentes, qui utilise des médias sociaux différents, des WeChat, des Pinterest. Il y a comme
à Montréal ou au Québec, il y a des radios anglophones, mais là-bas, il y a des radios qui diffusent en mandarin, il y a des journaux en punjabi. Et ces gens-là, vraiment, consultent et c'est des gros empires médiatiques qui sont là-bas. Donc, pour un annonceur qui arrive là-bas, ben, il faut justement... Moi, en tout cas, la façon dont j'ai procédé, c'est vraiment de travailler avec des agences de l'endroit. Je pense que ça prend une certaine expertise puis une certaine vision pour pouvoir pouvoir éviter les erreurs, en fait, d'arriver de l'extérieur et d'essayer d'appliquer justement une formule qui aurait peut-être fonctionné au Québec ou qui aurait fonctionné en Ontario. Ça, c'est vraiment la particularité de Vancouver. Donc, moi, j'ai toute une autre catégorie d'agences qui travaillent qu'à Vancouver parce que j'ai besoin de leur expertise. Oui, de leur connaissance. Vraiment. Parce que veut pas, en stratégie, il faut que tu t'adaptes aussi en relation avec tes clients, tes consommateurs, et selon leur mode de fonctionnement. Je pense que tu l'as bien résumé. Donc là, tu as positionné la marque. Est-ce que tu as construit une équipe alentour de toi? Est-ce que tu as engagé du monde? Comment cette étape-là s'est passée? Oui, donc moi, comme je vous dis, là, j'ai vraiment focusé beaucoup sur le média au début, qui était mon expertise. Là, ensuite, après, il vient l'expérience du produit. Donc là, ça, c'est comme la chose la plus importante, surtout quand on parle d'un véhicule. Il faut que les gens puissent rapidement être derrière le volant pour constater c'est quoi la différence. Souvent, les gens, c'est ça qu'ils veulent savoir. C'est quoi la différence entre une Polestar puis une BMW, une Polestar puis une Tesla? Mais cette question-là, je peux passer du temps à vous en parler, mais essentiellement, la meilleure façon de le savoir, c'est de s'asseoir derrière le volant. Donc, nous, vraiment, notre pari chez Polestar Canada, ça a été de dire multiplions les points de contact, les points d'expérience. Donc, la première personne que j'ai engagée, ça a été une personne aux événements qui gère aussi donc toute ma flotte de véhicules marketing. Donc, en véhicule de voiture électrique ou en véhicule de voiture en général, on a des flottes de véhicules qui sont 100% dédiés là, à faire essayer les gens dans différents contextes, soit dans les salons de l'auto là, de façon plus traditionnelle. Chose qu'on a moins fait chez Polestar. On essaie justement de faire les choses un peu différemment. Là. Ça fait très mouton noir, mais je pense que c'est une approche qui a été payante pour nous. Donc, la première personne que j'ai engagée, c'est quelqu'un aux événements. Fait qu'elle, avec moi, on a développé tout un plan justement là, d'essais routiers pour essayer d'accélérer finalement le passage entre je connais cette marque et je l'associe à un produit qui est une voiture électrique. Puis ce qu'on voulait, c'est que les gens puissent passer à l'essai le plus rapidement possible. Même s'ils étaient plus ou moins dans le marché pour acheter un auto, au moins ils l'ont essayé. Et puis là, éventuellement, s'ils deviennent sur le marché du véhicule, c'est comme si j'ai un petit peu hijacké, si on veut, la portion, le milieu de mon entonnoir. Je les ai passés tout de suite à l'essai. Mais là, je demeure dans leur considération à plus long terme de cette façon-là, plus que s'ils avaient seulement vu et entendu parler de ma marque. Là, ils l'ont essayé. Il y a une connexion émotionnelle qui s'est passée. Donc, justement, parlons-en de cette connexion émotionnelle-là. Les gens, quand ils essaient une Polestar, c'est quoi les commentaires que vous recevez le plus souvent? Là, tu m'ouvres la porte à ce que je fasse plein de beaux compliments à mon produit, mais je dirais que les gens arrivent de différentes connaissances. Il y a des gens qui arrivent, qui ont déjà fait toutes leurs recherches, qui connaissent super bien Polestar, qui sont en fait là, à la dernière étape de leur processus d'achat. Ils veulent juste l'essayer avant que finalement de passer leur commande en ligne. Donc, ces gens-là, ils cherchent à confirmer est-ce que le siège de bébé fit et tout ça. Et puis, habituellement, c'est des gens très enthousiastes qui arrivent puis qui commentent justement. On parlait du design tantôt. Donc, l'aspect extérieur, c'est quelque chose qui plaît énormément. C'est un véhicule extrêmement intéressant à conduire, très dynamique, qui se comporte, là, souvent, on parle des voitures là, comme Porsche et tout, comme étant des voitures le fun à amener sur des circuits de course. Bien, les Polestar sur des circuits de course, là, c'est des véhicules hyper intéressants, vraiment le fun. Donc, les gens adorent l'expérience de conduite de la Polestar. C'est très, très dynamique. Ensuite, il y a des gens qui arrivent parce qu'ils veulent comparer, justement. C'est soit qu'ils sont déjà des propriétaires. Souvent, c'est des propriétaires de Tesla. C'est des gens qui ont cru dans la catégorie dès le début. Mais tu sais, veut pas, l'offre de voitures électriques, là, il y a 5, 6, 7 ans, c'était pas mal Tesla. Donc, c'est des gens qui arrivent, qui sont peut-être un peu à leur deuxième véhicule. Puis là, ils veulent savoir c'est quoi la différence. Puis là, bien, souvent, c'est ça. Tu sais,
j'en parlais tantôt, on passe beaucoup de temps, nous, à concevoir nos véhicules, à essayer de trouver des matériaux, des finis intérieurs qui sont éco-responsables. Évidemment, la confection des véhicules, on parle vraiment de l'héritage Volvo, quelque chose qui est très important. Donc, le fait qu'on fabrique des véhicules depuis des dizaines d'années, ça se voit. Donc, les véhicules Polestar sont très, très, très bien conçus. Les finitions sont extrêmement belles. Donc, la plupart du temps, là, c'est ça que les gens commentent. Là, ils sont vraiment contents de voir là, jusqu'à quel point c'est fait. Une chose qui est drôle aussi, puis ça, c'est très européen. Là, c'est quelque chose on a renvoyé le commentaire. Mais il y a juste une seule place pour mettre un café dans l'auto. Ah ouais. Ça, c'est bien fatigant. Donc, on a un commentaire négatif. Oui. Ça, là, mais même moi, je trouve ça fatigant. En fait, si on peut ouvrir le petit coffre au milieu, puis il y a une deuxième qui est comme cachée là, mais c'est un peu... c'est pas nécessairement la chose la plus intuitive, mais là, rassurez-vous, dans la Polestar 3, là, la Suède a compris le message. Mais ça, c'est très européen. Hein? Puis là, ça, c'est des trucs marketing super classiques parce qu'évidemment, nous, de notre point de vue, c'est sûr qu'on arrête au service à l'auto, on se prend 2 cafés, puis là, on va les mettre dans l'auto, puis on boit sur la route. Mais ça se fait pas en Europe. En Europe, on prend un espresso, on le boit, puis après ça, on s'en va dans le transport en commun ou dans notre véhicule. Donc, eux, ils pensaient pas que c'était si essentiel. Ce qui est arrivé de super cool, c'est que, justement, les premiers propriétaires, qui sont souvent des gens... Quand on parle de la catégorie des early adopters, donc les premières personnes à adopter des nouvelles technologies ou des nouveaux produits, c'est souvent des gens très innovateurs. Puis c'est tous des gens là, qui ont des imprimantes 3D à la maison. Là. Fait que là, ils ont tous patenté des espèces de patrons pour faire imprimer en 3D des adaptateurs pour faire carrément des porte-verres doubles. Et puis là, il y a tout un marché noir qui se passe de ces porte-verres doubles-là. Fait que tu vas sur des communautés Facebook de propriétaires Polestar, ce que je fais là, quand même souvent. Puis là, tu vois les gens qui s'échangent les produits, puis que... Puis ça, c'est ça qui est le plus beau, là, quand les gens s'approprient la marque à ce point-là. Donc là, il y a déjà des communautés sur les réseaux sociaux qui se sont créées alentour de ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'intéressant alentour de la marque. Là. Quand les gens sont prêts à s'identifier, là, c'est fort. Honnêtement, ça, là, ça me touche. Là. Puis j'en parlais du fait que moi, je suis arrivée dans mon travail, là, sincèrement... motivée à aller voir avoir du succès, mais le fait que toute cette valeur-là puis cette mission-là a été comprise par un groupe de gens, au début, les premiers propriétaires, puis qu'eux se sont organisés dans cette communauté-là, puis ensuite, ils ont amené d'autres gens qui étaient peut-être un peu moins sûrs, puis qui avaient des questions, puis là, eux ont répondu à ces questions-là, puis ils ont aidé ces nouveaux propriétaires-là à faire à trouver des solutions à leurs petits bugs. Et là, les communautés de propriétaires Polestar, surtout au Québec, sont extrêmement actives. Et là, c'est rendu qu'ils se font carrément des rencontres. Là, ils s'invitent. Il y en a eu à Trois-Rivières là, il n'y a pas longtemps, début octobre. Il y était 60 propriétaires de Polestar d'un peu partout là, dans le coin. Et ils se sont tous retrouvés au Canadian Tire, dans le stationnement. Ils se sont tous stationnés, puis ils ont jasé, puis ils sont allés au restaurant, puis ils sont allés sur l'autoroute, toute la gang roulait à la queue leu-leu. Puis ils se font des trucs. Puis ça, ça fait tellement chaud au cœur de voir ça. Donc, mais tu sais, ça, c'est des phénomènes, des phénomènes qui prennent du temps à prendre place normalement. Tu sais, pensons par exemple à Harley, dans laquelle il y a des communautés comme ça qui se sont créées alentour de la marque. Puis on s'entend que Harley, c'est une marque excessivement forte, ancrée. Et là, ça fait quelques années que la marque elle est positionnée au Québec. Il y a déjà ce genre de rassemblement-là. C'est impressionnant, là. C'est absolument fabuleux. Donc là, moi, en tant que marketeur, naturellement, je veux dire, j'ai trouvé ça exceptionnel. Fait que je me suis donné la peine d'écrire, on les appelle les admins, donc les administrateurs de ces communautés-là, qui étaient souvent des premiers propriétaires. Puis quand je fais justement des événements un petit peu plus exclusifs, où je me donne la peine de les inviter. L'autre chose qu'on peut faire là, en tant que département de marketing pour soutenir ces gens-là, c'est, par exemple, on leur a donné une espèce de petite collection de billets pour le Salon de l'Auto à Montréal. On essaie là, maintenant vraiment de leur donner des avantages à ce travail qui est complètement bénévole. Hein? C'est des gens qui font juste ça par pure passion. Donc, moi, évidemment, mon objectif, c'est pas de leur enlever leur crédibilité là, en les soudoyant, mais je veux quand même reconnaître le fait que, tu sais, nous, on apprécie énormément là, leur contribution. Fait qu'on essaie de les soutenir un peu là, à gauche, à droite comme ça.
Mais c'est extrêmement touchant. Puis il y en a aussi dans le Canada anglais. Là. Je parle beaucoup de ceux du Québec parce qu'ils sont physiquement proches de nous. Mais il y a des groupes aussi dans le Canada anglais qui sont bien organisés. Puis c'est ça, je pense que c'est des passionnés. Puis ils aiment parler de véhicules. Puis je pense qu'ils aiment particulièrement là, comme parler de leur expérience de premier acheteur à des nouvelles personnes là, qui seraient intéressées par la marque. Donc là, dans les étapes, tu as positionné la marque. Tu continues à le faire aussi parce que c'est jamais du acquis. Tu as positionné la marque dans les médias. Tu as engagé quelqu'un aux événements pour s'occuper du terrain, en quelque sorte. Est-ce qu'il y a d'autres éléments clés que tu as mis en place en fait, depuis ces 2 éléments-là? Donc, là, évidemment, après ça, ben, écoute, ça fait 3 ans là, vraiment que la marque est installée au Canada. Donc, c'est jeune. C'est très jeune. C'est très jeune. Cependant, et puis là, je vais répondre à ta question, mais on a un énorme succès pour Polestar sur la planète. Le marché numéro 1 de Polestar en Amérique du Nord, c'est le Québec. Donc, je vends plus d'autos au Québec à Los Angeles ou qu'à New York. Là. Donc, on parle vraiment là, d'une énorme histoire d'amour. Là. Est-ce que ça, c'est causé par justement l'effort de dire on ajoute des bornes électriques? Est-ce que c'est causé par le fait que l'électrification des transports a été mise en avant-plan là, pour les prochaines années? Mm-hmm. Ben moi, je pense que c'est un peu de ça. Et je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui font que la catégorie en soi se porte bien au Québec. Mieux qu'aux États-Unis, ça, c'est sûr. Mais on ne peut pas dire que ça me favorise, moi, Polestar, plus que Tesla ou plus que Audi. Donc ça aide la catégorie. Les incitatifs, les bornes, juste le fait que le gouvernement en parle beaucoup puis encourage les gens là, à aller vers ce mode de transport-là. Donc ça aide la catégorie. Mais le fait que Polestar a tellement connecté avec les Québécois en général, ça, je pense qu'il y a quelques trucs. Je pense qu'il y a eu le fait que, justement, on a été le premier voiturier à s'associer à Tout le monde en parle, dans l'histoire de Tout le monde en parle. Donc, on est les commanditaires principaux. On a aussi été dans le bye-bye. Ça a été la journée, là, le 1er janvier 2022, où j'ai eu mon site web a quasiment crashé. C'était impressionnant. Et là, à minuit, tout le monde sur le champagne était sur le site de Polestar. Donc, et puis, on avait fait une pub spéciale pour le Bye Bye cette année. Donc, le Bye Bye 2022, on avait utilisé une chanson de René Martel comme trame sonore. Donc, on voulait vraiment faire un clin d'œil au Québec. Et puis ça, je pense que c'est des choix délibérés qui ont fait que, justement, on a rajouté toujours une petite pierre à notre construction. Évidemment, la communauté dont je parlais tantôt, qui nous aide beaucoup à nous donner cette crédibilité-là. Et puis tout ça, puis je dirais aussi même le fait que Polestar Canada a décidé de mettre ses quartiers généraux canadiens au Québec. On sait que les Québécois aiment ça. Ils aiment savoir qu'ils encouragent du local, puis ils aiment encourager les compagnies qui comprennent bien leurs cordes sensibles. C'est un autre terme de marketing très connu, mais c'est vrai que quand on est authentique dans la façon dont on communique avec les gens, puis quand on est présent sur le terrain, au Québec particulièrement, ça fonctionne. Fait que c'est tous ces petits éléments-là qui ont créé ce momentum pour la marque ici, puis c'est inégalé là, dans le monde, là, cet engouement-là. En fait, dans la façon d'acheter, tu parlais tout à l'heure qu'on s'en va en ligne et ainsi de suite. Donc, tu as parlé de plusieurs actions. Est-ce que dans vos intentions, en fait, ce sera d'ouvrir aussi justement des points de service ou des concessionnaires? L'approche concessionnaire, est-ce que ça fait partie de vos plans? Je pense qu'on peut pas nier le fait que, justement, là, un véhicule, c'est un achat très important, que les gens ont acquéri justement une expérience de consommateur à travers le modèle traditionnel. Donc, je pense que cette approche hybride-là, c'est la plus forte, à mon avis. Donc, d'être sûr que on est en ligne complet, c'est-à-dire que si toi, tu vas aller en ligne ce soir, configurer ton véhicule, puis que là, tout à coup, tu as une question par rapport à ton processus d'achat ou une option. Ben, moi, je vais t'écrire. La valeur, je vais t'écrire directement. Mais donc, mon expérience en ligne devrait être capable de trouver une solution. Tu devrais être capable de chatter avec un individu, puis finir ta commande. Puis ça peut être même à l'envers. Tu pourrais peut-être ce soir commander ton véhicule, mettre ton dépôt qui est remboursable, puis après, te trouver un essai routier dans 2-3 semaines, puis là, confirmer que oui, c'est ça, fait que tu gardes ta commande.
Fait que ça, c'est comme c'est nouveau. Là. Avant, on faisait pas ça, là, acheter une auto puis l'essayer après. Mais maintenant, c'est ça. Par exemple, ma Polestar 3, elle est lancée depuis octobre 2022, mais physiquement, je viens d'avoir mes premiers modèles physiques au Canada là, dans les dernières semaines. Puis c'est des véhicules de pré-production, ils ne sont même pas conduisables. Donc, les premiers essais routiers vont se passer l'année prochaine au mois de mai. Donc, j'ai des gens qui ça va faire Qu'est-ce que tu un veux an et dire? demi. C'est des véhicules que tu peux pas... ça roule pas? C'est des véhicules vraiment juste de salle de montre. OK, c'est... Ouais. Ah, ouais. C'est vraiment là, des gros jouets. Là. Comme quand tu arrives ça- chez Ikea, là, puis Ouais. que là, ils mettent une fausse télé. C'est vraiment ça. C'est une fausse C'est une voiture. fausse auto. Ah, ouais. Tout fonctionne. Je veux dire, la carcasse, tout ça, OK. tout l'appareil technologique, tout fonctionne. Mais c'est des véhicules qui ne roulent pas. OK. Mais c'était important là, d'en apporter là, dans les salles de montre, justement, parce qu'à un moment donné, c'est très virtuel. C'est bien beau de voir sur un site. Mais à un moment donné, si on veut que les gens puissent acheter le véhicule, c'est important qu'ils puissent s'asseoir dedans. Puis bon, mais on est très encore au début d'une expérience complète où tu vas pouvoir la conduire puis dire, OK, ouais, vraiment, là, je sens, par exemple, ce qui est intéressant de la Polestar 3, c'est qu'elle est très adaptative sur les 4 roues. Donc, tu peux prendre une courbe, puis la Polestar 3 va vraiment aller sur la roue qui est la plus sollicitée pour essayer de rajouter de la vélocité pour t'aider à avoir une meilleure... une meilleure adhésion. Conduite. Exactement. Donc, c'est vraiment... la conduite de la Polestar 3 va être exceptionnelle. Et puis, j'ai hâte de l'avoir. Mais il y a des gens qui ont commandé la Polestar 3, qui ne l'ont jamais vue ou jamais conduite. Donc, pour revenir à ta question, on va adopter ce modèle hybride-là. On n'aura pas 200 concessionnaires là, à travers le Canada, mais on va en avoir assez pour justement assouvir ce besoin-là de voir, d'essayer, de parler à quelqu'un en personne. Mais je pense que de plus en plus, là, la génération qui nous suit, hein? Oui, Nous, tout à fait, nous. nous les vieux, mais sont de plus en plus à l'aise avec ça. Ouais, qui aurait cru qu'un jour, on allait acheter des vêtements en ligne et que finalement, on allait les retourner? Bref. Oui. Écoute, Sarah, c'est super intéressant, cette immersion-là, dans le fond, du marketing qui n'est pas du marketing local, mais vraiment du marketing national. Il y a énormément de contenu dans ce que tu as dit. J'aimerais ça qu'on fasse une petite parenthèse sur ton parcours. Tu sais, qu'est-ce qui t'a amené dans le fond, à devenir chef du marketing? Tantôt, tu as fait allusion de travailler en agence. Je pense que tu as commencé dans le milieu pharmaceutique, sauf erreur. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours académique à partir de l'université là, jusqu'à Polestar. Bien, une chose est sûre, c'est que c'est vraiment pas un parcours linéaire. Fait que souvent, les jeunes là, qui sont au secondaire ou au cégep, ils ont une sorte d'angoisse parce qu'ils savent pas exactement où est-ce qu'ils vont s'en aller. Puis on a l'impression que si on n'est pas directement dédié à une carrière, que là, on se trompe. Donc, moi, en tout cas, je suis la preuve vivante là, que c'est correct là, d'avoir des instincts ou des goûts qui divergent. Puis un jour, l'accumulation de ces expériences-là t'amène à avoir justement des responsabilités intéressantes. Puis je peux aujourd'hui piger un peu à gauche, à droite pour pouvoir bonifier là, mon travail d'aujourd'hui. Donc, à la base, j'étais assez bonne à l'école. Donc, j'avais commencé mon cégep en sciences pures pour finir en sciences humaines parce que ça me tentait. Là. J'avais le goût là, de faire quelque chose de plus qualitatif. Donc, je me suis gâtée. Après, je suis partie voyager. J'ai voyagé pendant 2 ans avant de faire l'université. Donc, vraiment, le gros sac à dos, Nouvelle-Zélande, Australie. Ouais, j'ai vraiment là, décroché. Puis, à mon avis, je l'ai fait à un âge là, où, justement, là, c'était très... j'avais peu de responsabilités, puis ça a été vraiment exceptionnel. Puis ça m'a donné un gros focus parce qu'une fois que je suis arrivée à l'université, là, j'étais assez motivée à finir là, dans les années qui m'étaient allouées. Donc, j'ai commencé mon université, en fait, à Toronto, à York, toujours en sciences politiques, pour éventuellement transitionner dans un bac en marketing à Concordia à Montréal. Parce que là, je trouvais que beaucoup notre conversation politique tournait beaucoup autour du capitalisme, de l'économie, etc. Puis j'avais l'impression que c'était des concepts qu'on maîtrisait peu en sciences politiques à l'université. Donc moi, je me suis dit, ben, je vais aller m'apprendre de la comptabilité puis de la finance, puis je vais continuer à m'intéresser à la politique, puis peut-être que j'y reviendrai un jour, puis c'est exactement ce qui s'est passé. Si tu me permets une parenthèse, Vas-y. les deux là, sont tellement importants. Tellement important à comprendre. Tu sais, comprendre notre société, comprendre notre système politique, que ce soit au provincial, fédéral, même au niveau municipal.
être capable de s'intéresser à notre citoyenneté. Puis ce qui est le fun au cégep, entre autres, tu sais, il y a plusieurs cours qui permettent de couvrir ça en quelque sorte. Puis par la suite, dans les choix, tu sais, moi aussi, j'ai fait mon bac en marketing et tu sais, l'aspect sociologie en marketing m'a interpellé, m'interpelle encore aujourd'hui parce que souvent, ce que je dis à mes étudiants, quand j'ai commencé ma carrière, là, je suis sorti en 2004 et aujourd'hui, ça va faire pratiquement 20 ans, 20 ans en janvier. Hey, ça ne me rajeunit pas. Quand j'ai fait ma formation et aujourd'hui, c'est deux mondes totalement différents. C'est la façon de faire le marketing aujourd'hui, hormis certains principes de base qui sont Est-ce que fondamentaux. tu te souviens de tes cours de publipostage? Ah oui, ben oui, puis les postages. Écoute, les Hey, cours de un marketing cours au direct. complet sur comment écrire une lettre. Oui, le marketing direct, et ainsi de suite. Tu sais. Puis, écoute, il y a encore des techniques qui fonctionnent, mais tu sais, c'est plus ce que c'était. Aujourd'hui, il y a d'autres moyens, des nouveaux moyens qui ont apparu. La profession s'est transformée et tout ça aussi à cause que la société s'est transformée dans les 20 dernières années. C'est ça qui est trippant. Donc, je te laisse poursuivre dans cette vague-là en disant, ben écoute, tu es intéressé avec l'administration et l'aspect politique. Puis, ben oui, exactement, mais j'étais quand même encore une fois très, très académique. Donc, à la fin de mon bac en marketing, j'avais comme un goût de continuer puis d'aller vraiment approfondir. Donc là, j'ai fait une maîtrise au HEC, mais pas un MBA, j'ai fait un MSC, donc une maîtrise en sciences, où là, vraiment, on avait carrément une approche là, de recherche quantitative, dans mon cas. Donc, l'idée, là, pour moi, c'était un petit peu mon trip de nerd. Là. Puis ça, c'était vraiment parce que moi, d'un point de vue intellectuel, ça m'intéressait beaucoup. Je trouvais le marketing très proche de la psychologie à ce niveau-là parce que c'était beaucoup l'analyse de qu'est-ce qui convainc quelqu'un, qu'est-ce qui influence son comportement. Puis ça, pour moi, je trouve ça super intéressant de m'intéresser à ces questions-là. Donc, à la maîtrise, c'est beaucoup ça que j'ai fait, un peu la psychologie appliquée au marketing. Donc, j'ai fait une recherche, un mémoire de maîtrise et tout le kit. Et puis, j'ai commencé en stage en pharmaceutique. C'est comme ça que c'est arrivé chez Merck Frost à l'époque, qui était dans le West Island à Montréal. Et puis, j'étais au marketing à cette époque-là. J'ai naturellement juste continué. Puis ça, c'est un peu souvent ça qui arrive. On commence un stage en se disant, on va essayer. Puis finalement, 2-3 ans plus tard, on est encore là. Puis c'est ça qui m'est arrivé. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, ça me manquait de la diversité. C'est un peu ça qui est le fun en marketing, c'est qu'un jour, on peut s'intéresser justement à un secteur comme l'automobile, puis on peut prendre ensuite notre petit bagage de compétences, puis l'appliquer à, par exemple, justement des produits de tous les jours, des produits financiers, etc. Donc, c'est ça qui est le fun un peu, c'est que c'est très transférable. Donc, moi, je suis ensuite passée du côté média. Donc, je suis allée travailler au Globe and Mail. OK. Et puis, moi, tu vendais de la pub? oui, ou? OK. carrément. Puis, mais en même temps, moi, encore une fois, je suis vraiment une grande idéaliste. Moi, j'adore ça. Premièrement, j'étais une grande fan du Globe. Pour ceux qui ne connaissent pas, là, c'est le journal de référence au Canada. C'est un peu le New York Times du Canada. C'est là où le premier ministre va pour faire ses lettres ouvertes, ses annonces. Pour moi, je suis rentrée là, encore une fois, dans l'entrevue comme une grande fan. Et puis, je rentrais dans mes meetings de vente avec la même énergie. Quand je parlais à mes clients, quand je leur parlais du Globe en disant, mais vous n'avez pas idée jusqu'à quel point c'est une institution. Donc là, tu travaillais plus en anglais à ce moment-là. Je travaillais, oui, beaucoup. C'est sûr que mes clients étaient au Québec, mais rapidement, là, c'est sûr que même le secteur pharmaceutique est très anglophone là, dans le West Island et tout. Je dirais que j'ai une carrière très anglophone là, en général. Mais aussitôt qu'on sort un petit peu là, du Québec, là, de par son employeur ou de par ses clients, on finit par devoir maîtriser l'anglais. Je me suis retrouvée aussi à couvrir les maritimes pour le Globe and Mail. Donc là, c'était super. Là, j'allais à Terre-Neuve, j'allais au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse. J'ai vraiment découvert les maritimes. Puis ça, c'est un autre monde. Hein. On est une société distincte au Québec, puis c'est vrai. Mais c'est le fun de voir. Mais on n'est pas la seule. Non. C'est ça qui arrive. On n'est pas la seule. C'est ça. C'est ça. Puis c'est le fun de voir comment eux voient le Québec de leur perspective. Puis là, je dis ça là, avec tout l'amour que j'ai pour eux et pour nous, tu sais. Mais c'est vrai que c'est challengeant quand tu es un Canadien ordinaire, anglais, de voir que, il y a toujours
le Québec est toujours un petit peu spécial. Il y a toujours quelque chose de plus de différent. Puis tout ça, puis ça les fatigue. Ça les fatigue, puis c'est, de leur point de vue, je peux comprendre. Tu sais, qu'il y a toujours la petite spécificité québécoise, puis c'est étonnant, mais en même temps, tu sais, quand ils se mettent à notre place, puis c'est ça qui était bien du Globe and Mail, justement. Je travaillais avec des journalistes, L'Espéro, qui est un gars de la Saskatchewan, tu sais, des gens qui venaient d'un peu partout puis qui habitaient au Québec depuis des années, qui comprennent très bien la nécessité de mettre des barrières pour préserver le français dans le temps. Tu sais, c'est des gens qui sont extrêmement francophiles et qui n'ont aucun problème. Là. Ils ne voient pas de difficulté à voir que c'est nécessaire là, que artificiellement, il faut qu'on crée une espèce de petite réserve pour que le français perdure en Amérique du Nord. Ils n'ont pas de problème avec ça. Donc, pour revenir à mon parcours, donc après le Globe, là, j'avais justement un besoin de retourner plus en planification média. Donc, c'est un peu ça qu'on apprend là, à l'université. Et puis, je me suis retrouvée en agence, en fait. Là, en agence carrément, en agence média. Et puis là, ça, c'est le fun parce que il y a 2 types d'agences. Là. Souvent, les gens ne sont pas nécessairement au courant, mais tu as les agences créa, donc les agences créatives, comme les LG2 de ce monde, qui, là, eux, vont faire le contenu de la pub. C'est eux qui vont tourner avec Laurent Duvernay-Tardif, la pub de lait ben cute. C'est eux qui vont arriver avec le concept créatif. Mais la vraie argent, là, est aux médias. C'est la personne qui va acheter les spots de télé, puis le billboard, puis c'est ça qui coûte cher. Oui, c'est ça qui coûte cher. Puis c'est là où est-ce qu'il faut qu'il soit le meilleur architecte de plan média possible pour donner le meilleur retour sur investissement à ton client. Mais tu vois, là, dans ce que tu dis, là, ça rend... Moi, je trouve que, tu sais, les agences créatives, puis c'est un phénomène qu'on voit souvent aussi avec le web, là, c'est qu'il y en a qui vont vraiment se mettre belles. Là. Tu sais, là, ils vont aller chez le coiffeur, ils vont aller chez l'esthéticienne, ils vont tout faire. Tu sais, ça, c'est le volet, c'est le parallèle créatif, tu sais. Mais quand c'est le temps de mettre de l'argent dans le média, et peu importe le média, là, il manque de budget. Fait que là, dans le fond, c'est comme si tu t'es mis belle pour aller au 5 à 7. Tu arrives puis tu restes à la maison. Tu ne vas même pas au 5 à 7. Tu ne vas même pas rencontrer le monde. Donc, comment est-ce que tu veux rencontrer des gens quand tu restes à la maison? Puis c'est un peu le parallèle que je fais là-dedans. Puis moi, je suis assez dur par rapport à ça quand je vois des situations dans des entreprises où ils ont tout mis dans la créativité. Et qui n'ont rien mis dans la diffusion. Puis à l'inverse, c'est la même chose. Si tu mets tout dans la diffusion, mais que tu n'as pas investi dans une créativité, dans un concept qui a de l'allure, j'ai cette même... Moi, je pense qu'il faut vraiment un équilibre là-dedans. Puis il faut avoir des proportions aussi qui sont raisonnables en lien avec ta stratégie. Puis ça, ben c'est pas plus un ou plus l'autre. Le mur à mur là-dedans, moi, je n'adhère pas à ça. Donc, ce que tu dis pour moi, là, c'est comme... C'est de l'eau, c'est de la musique à mes oreilles. Ben, tant mieux, tant mieux. Puis moi, vraiment, là, je pense que c'est la meilleure école. Je suis comme arrivée dans l'agence média peut-être un peu tard dans ma carrière parce que, honnêtement, là, j'ai vu les jeunes qui sortaient de l'université commencer en agence, puis justement, là, toucher à tout. Écoute, on leur donne des gros sous, là. Puis, tu sais, c'est très important, finalement, l'opportunité qu'ils ont d'apprendre avec des exemples du vrai monde. Et puis, les agences sont bien construites parce qu'évidemment, il y a des planificateurs plus seniors qui supervisent les équipes plus juniors. Et puis, c'est sûr que c'est pas les emplois les plus payants, c'est pas les conditions de travail les plus faciles. On travaille des longues heures, en agence, les marges sont de plus en plus serrées. Donc, c'est difficile, mais je pense que justement, quand tu es jeune, tu as peu de responsabilités, toute proportion gardée, là, je pense que c'est une excellente école. Moi, je suis arrivée là, je me suis dit, crime, j'aurais dû faire ça quand j'avais 20 ans. Mais donc, j'ai énormément appris. Parce que là-dedans, là, tu veux pas, tu vois pas la stratégie de la même façon quand tu l'as fait. Quand tu l'as fait pour plusieurs entreprises, tu vois, là, moi, ça m'est arrivé pour des entreprises, par exemple, ici dans la région, d'avoir des budgets là, assez petits, là, genre 20-25 000 $, puis les positionner comme s'ils en mettaient pour 100 000. Mais parce que la stratégie média était bien faite, le concept était correct, ça respectait les choses et c'était fait de façon intelligente. Quand je vois là, des fois des budgets passer 15-20 000 sur les réseaux sociaux avec le site web, ils n'ont même pas de diffusion, écoute, j'ai comme des palpitations cardiaques qui arrivent. Là. Donc, tu sais, quand tu as une bonne stratégie, puis quand justement tu passes dans ces écoles-là, quand tu as appris aussi les conséquences que ça a de ne pas avoir de résultats,
Puis souvent, je me demande comment ces agences-là qui sont pas calibrées, là, qui font du mur à mur puis qui n'ont pas les résultats, je me demande comment est-ce qu'ils font pour le justifier aux clients. Parce que l'objectif, c'est que tu veux vendre des résultats. Donc, les agences médias, souvent, c'est ça qu'ils vont faire. Ils vont vendre des résultats. Puis s'ils n'ont pas de résultats, ils vont se commettre aussi. Les grandes agences, c'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, corrige-moi si je me trompe. Là, Non, tu as tout à fait raison. C'est ça. Puis je te dirais que les agences qui sont purement médias, comme celle où moi je travaillais, d'autant plus. On est toute une gang de gens très quantitatifs qui sont très orientés vers ce qu'on appelle les KPI, donc les indicateurs de performance. Donc, ça, c'est sûr que, comme je disais, c'est une très bonne école, puis tu te retrouves très responsable d'une performance. Mais moi, je pense que, puis à ton point, là, la meilleure dans le fond, la meilleure configuration, c'est d'avoir une agence média puis une agence créative qui travaille, mais en étroite collaboration. Moi, j'ai eu cette chance-là dans ma vie, Touché, l'agence média où je travaillais, était dans le même building que LG2, qui était l'agence créative de Desjardins à l'époque. Donc, on prenait l'ascenseur, là. OK. Et donc, on se faisait presque, on était presque l'extension du bureau l'un et l'autre. Là, évidemment, c'était avant la COVID, mais Touché quand même, là, et LG2 ont des bonnes pratiques de travail encore aujourd'hui, là, sont retournés au bureau dans la grande majorité. Et puis ça faisait que c'était pas juste un bon créatif puis une bonne planif média. Là, il y avait une vraie synergie qui se passait parce que là, les idées étaient développées. Donc, le média était choisi évidemment en fonction de l'audience, mais aussi choisi en fonction de comment on pouvait potentialiser le plus possible le créatif. Et puis là, on se retrouvait avec des espèces de concepts ultra percutants. Et puis c'est là où vraiment, il y a des campagnes de publicité mémorables là, dont on va se souvenir pour toujours. Et puis qui gagnent des prix et tout. Donc, c'est vraiment, là, je dirais, le parfait scénario. Moi, j'ai eu la chance là, d'avoir ça. Puis, dans mon travail maintenant de chef de marketing, où là, je me retrouve à être la cliente de tous ces gens-là, c'est un peu ça que je recherche. Moi, je suis constamment en train de demander à mon agence créative, qui est pas mon agence média, mais de travailler ensemble, de se faire des points, de se rencontrer, de luncher, de se faire des parties parce que... Là, tu es dans l'autre côté de la médaille. Oui. Donc là, ça permet de dire, écoutez, je comprends votre réalité, mais je sais exactement ce que je veux pour en retirer le meilleur aussi des deux côtés. Oui. Ensuite, une fois que tu as passé dans l'agence, est-ce que c'est là que l'opportunité de Polestar est arrivée? Exact. C'est ça, exactement. Donc, bon, là, il y a eu 2-3 bébés, là. parmi tout ça. C'est ça, là. Il y a 2-3 bébés de mes années d'agence. Ça aussi, été mes années de maternité. Donc, de jeunes enfants. Et puis, j'avais la chance d'habiter très proche là, de l'agence. Donc, j'allais en vélo, tout ça. Okay. Donc, ça s'est super bien passé pour ma conciliation travail-famille. Encore une fois, à une époque pré-COVID où on allait au bureau. Et puis, je dirais que c'est ça qui est arrivé. Donc, l'auto est arrivé chez moi parce que mon conjoint, à l'époque, là, était journaliste. Donc, lui a eu la chance d'essayer l'auto. Puis moi, comme j'étais en congé de maternité, ben, c'est moi qui la conduisais. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert Polestar. Et puis, que je me suis dit, ben, je pourrais retourner en agence puis travailler pour une panoplie de clients ou, comme je disais, moi, je suis vraiment tombée, sincèrement, en amour avec la mission. La mère en moi aussi qui veut faire une différence sur la planète puis qui veut supporter des causes qui font une différence. J'ai tout de suite adhéré, puis c'est comme ça que je me suis retrouvée à démarcher ce poste-là. C'est pas un poste qui m'est arrivé, mais c'est bien moi là, qui est allé vers la compagnie et qui a dit « Moi, je veux vous aider, moi, je veux que vous ayez du succès, puis je suis la bonne personne pour. » Donc, si j'ai un message à retenir là-dedans, c'est peut-être ça aussi. Je pense que c'est important d'avoir une sorte de passion pour les choses qu'on entreprend. Et puis ça, les employeurs, les gens qui nous passent en entrevue, ils sentent ça. Et puis, on n'aura peut-être pas le CV parfait d'un point de vue compétence pour remplir les fonctions au jour 1, mais parce qu'on est hyper dédié à la mission puis qu'on semble être une personne qui va être justement agréable puis motivée et coachable, tout ça fait qu'on se démarque là, dans des situations comme ça. Oui. Disons, Sarah, c'est assez impressionnant tout ce beau parcours-là. Je pourrais aborder plein d'autres sujets parce que, écoute, je m'aperçois qu'on pourrait facilement faire un 2 heures, assez facile. Merci pour ce beau contenu-là. Merci pour ce partage-là sur ta profession, ton parcours, ainsi de suite.
J'aimerais ça juste me permettre une dernière question à titre personnel. On a parlé qu'on a appris à se connaître dans le milieu politique. Tu as été candidate pour la CAQ à 2 reprises. Est-ce que si on dit jamais 2 sans 3, est-ce que tu penses un jour redevenir candidate politique? Hey, tu veux un scoop, hein? En fait, on s'en est pas parlé. C'est une question de champ gauche et je veux pas te mettre mal à l'aise. Je veux pas que tu... tu sais, si tu décides pas, si tu le sais pas, c'est pas grave. Non, C'est juste que je suis curieux par rapport à ça. ben non, mais c'est une bonne question, là. Puis c'est flatteur que tu sais, que tu penses que je suis assez compétente pour aider le Québec, parce que personnellement, moi, j'ai toujours respecté énormément les politiciens, parce que je trouve que c'est un travail important. Les gens nous donnent presque la moitié de leur salaire en impôts, nous demandent ensuite de faire des choix pour investir cet argent-là de la façon la plus efficace, de la façon la plus juste. Chaque choix est déchirant parce qu'on en donne à quelques-uns puis on n'en donne pas aux autres. C'est extrêmement difficile. Donc, moi, j'ai une énorme admiration pour les gens qui font ce travail-là. Donc, moi, c'est sûr qu'un jour, j'aimerais ça pouvoir redonner, mais pas redonner là, d'une façon, je veux redonner, tu sais, écoutez-moi, je sais de quoi je parle, mais vraiment de contribuer à tout cet effort-là, de construire une société. Je trouve que c'est noble, puis si je peux apporter un éclairage ou une forme de compétence à essayer de justement accomplir cet exercice-là, d'offrir justement des services aux gens de la façon la plus efficace et juste possible, je trouverais c'est une excellente opportunité. Donc, c'est sûr que ça me tente. Là, on a parlé des bébés, j'ai des jeunes enfants. Pour moi, c'est super important aussi de passer du temps avec eux. Donc, éventuellement, il y aura sans doute là, une conjonction, un alignement des planètes là, qui fera que je réfléchirai à ça, puis j'espère évidemment avoir la confiance des gens à ce moment-là. Ben écoute, je t'annonce que comme future candidate ou comme futur député ou futur ministre, qui sait, tu es déjà capable de répondre aux questions de façon très compétente. Merci Sarah pour cette belle rencontre, c'était vraiment cool. Ben là. Alors les amis, c'est ce qui complète cet épisode. Merci Sarah d'avoir pris le temps. Je pense qu'il y a beaucoup de contenu, beaucoup d'éléments intéressants qui touchent le marketing, la profession, ainsi de suite. Et écoutez les amis, il ne me reste qu'à vous dire ciao. Ben là.